Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va explorer une page de l'histoire qui est restée dans l'ombre pendant beaucoup trop longtemps, presque totalement cachée sous les plis du temps. L'idée ici, c'est de mettre en lumière une vérité historique récemment redécouverte, mais surtout de restaurer l'intégrité de personnes qui ont été complètement invisibilisées. On va analyser ensemble le sort terrible et souvent méconnu des populations noires sous le régime du Troisième Reich. Alors, pour bien comprendre l'ampleur de ce qu'on va aborder, imaginons un instant le poids psychologique d'un secret gardé pendant 40 ans. 40 ans de silence absolu. Taire une vérité déchirante à sa propre famille, simplement pour se protéger d'un traumatisme innommable. C'est ce qu'a fait un survivant, et ça donne immédiatement la mesure de la violence inouïe de cette persécution totalement effacée de notre mémoire collective. Première partie, l'Odyssée de Lionel Romney. Suivons un peu le parcours de cet homme, un marin afro-caribéen, parce que c'est une histoire incroyable. Né en 1912 à Saint Martin, il a une vie plutôt vibrante, tournée vers la mer. Mais quand la guerre éclate, tout bascule. En 1940, son navire est coulé en Méditerranée. Il est fait prisonnier politique en Italie parce qu'il est citoyen néerlandais, puis déporté en 1944 dans l'enfer de Mauthausen, en Autriche. Il a survécu, oui, mais il aura fallu attendre 1989 pour qu'il brise enfin son silence avant de s'éteindre en 2004. Et là, il faut s'arrêter une seconde sur la brutalité de son arrivée au camp. Les prisonniers sont nus, vulnérables, et immédiatement Romney isolé et agressé par un garde SS, qui lui hurle ces mots glaçants. Même s'il a été déporté pour des raisons politiques liées à sa nationalité, ce moment précis montre que sa simple couleur de peau le transformait instantanément en cible d'une haine raciale absolue. C'est ce qui nous amène à un concept tragique mais fondamental, la double persécution. En gros, les prisonniers noirs étaient pris en étau. D'un côté, il y a la violence écrasante de l'État, la terreur des SS, et de l'autre, une hostilité féroce à l'intérieur même du camp, venant des autres détenus qui reproduisaient les préjugés de l'époque. C'était un isolement total, un piège de solitude au beau milieu de l'horreur. Deuxième partie, la construction de l'ennemi noir. On pourrait se demander d'où vient cette haine spécifique. Eh bien, la biopolitique du régime ne s'est pas construite du jour au lendemain. Elle a puisé ses racines dans l'ère coloniale allemande, entre 1884 et 1918, et plus particulièrement lors du terrible génocide des Herero et des Nama. C'est là-bas que des expérimentations pseudo-scientifiques sur l'hygiène raciale ont commencé, créant un héritage de méthodes qui sera réutilisé plus tard sous le Troisième Reich. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, ça prend la forme d'un mythe dévastateur, la honte noire. C'était une propagande raciste massive qui faisait croire que l'occupation de la Rhénanie par des soldats coloniaux français était un plan pour détruire la pureté de la race blanche. Ce mensonge a complètement manipulé l'opinion, transformant la présence des personnes noires en une prétendue menace biologique, justifiant l'intervention brutale de l'État. Troisième partie, stérilisation et ségrégation raciale. Et les conséquences concrètes, ce sont ces statistiques de 1937 qui font vraiment froid dans le dos. Une commission secrète a mis en place un programme implacable de stérilisation forcée ciblant les enfants métis de Rhénanie. Entre 385 et 500 jeunes ont été mutilés. La plus jeune victime n'avait que 11 ans. Tout ça organisé en secret pour soi-disant prévenir une pollution raciale. Le cynisme bureaucratique poussé à son paroxysme. Mais l'horreur n'était pas seulement médicale. Avec l'application des lois de Nuremberg de 1935, c'est toute la vie sociale qui est broyée. Les populations afro-allemandes se retrouvent bannies des écoles, jetées de leurs logements, virées de leurs emplois et les artistes interdits de scène. C'est littéralement une mise à mort sociale. Avant même d'être déportés physiquement, ils étaient effacés de la société. Quatrième partie, les destins brisés. Derrière ces lois, il y a des vies détruites. Prenons Bayoumé Mohamed Hussein. C'est tragique parce que cet homme était un ancien combattant et un acteur reconnu dans les films de propagande du régime. Il était intégré, utile au système. Et pourtant, une simple dénonciation pour souillure raciale a suffi. Il a été envoyé à Sachsenhausen sans procès, où il a perdu la vie en 1944. Personne n'était à l'abri. Il y a aussi Martha Nussbaum, dont l'histoire illustre l'arbitraire le plus total. On lui a collé l'étiquette vague d'asocial, ce qui l'a forcé à porter le fameux triangle noir avant d'être déporté à Ravensbrück. Sa seule existence était jugée illégale. Le pire, c'est que l'injustice a continué même après sa mort. Après la guerre, on lui a refusé toute réparation parce qu'elle n'entrait pas dans les cases strictes des persécutions reconnues à l'époque. Et si on pense qu'avoir un passeport étranger ou être célèbre changeait quelque chose, eh bien non. Regardons Valaida Snow, une immense star américaine du jazz. Détenue en 1942 au Danemark sous occupation, elle a finalement été libérée, mais dans un état épouvantable. À son retour aux États-Unis, elle était physiquement détruite et ne pesait plus qu'une 30aine de kilos. La machine broyait absolument tout le monde. Cinquième partie, les massacres des tirailleurs sénégalais. Sur le plan militaire, c'est l'échelle de ces actes qui laisse sans voix. On estime qu'entre 1500 et 3000 soldats coloniaux ont été sommairement massacrés. Et ce, la plupart du temps alors qu'ils avaient déjà rendu les armes.
Les règles de la guerre avaient complètement disparu, remplacées par une doctrine raciste implacable. Le massacre de Chasselet, en juin 1940, en est l'exemple le plus terrifiant. Les soldats noirs capturés ont été méthodiquement séparés de leurs homologues blancs. On les a poussés dans un champ pour ensuite les faucher froidement avec les mitrailleuses des chars. C'était de la pure haine raciale, une volonté délibérée de punir ceux qu'ils considéraient comme inférieurs, d'avoir osé résister au combat. 6e et dernière partie, briser le silence historique. Tout à l'heure, on parlait du lourd silence de Lionel Romani. Ce silence résonne avec une amnésie globale qui a duré des décennies. C'est ce qu'on appelle la triple invisibilité. Ces victimes ont été effacées 3 fois. D'abord par le Troisième Reich, ensuite reléguées dans l'ombre après la guerre, et enfin complètement ignorées par l'histoire officielle jusque dans les années 1980. Le combat pour retrouver une place dans l'histoire a été incroyablement long. Les lois de réparation d'après-guerre ont totalement exclu ces victimes en utilisant des définitions très restreintes. Et tenez-vous bien, ce n'est qu'en 2020 que le Parlement a enfin reconnu officiellement ceux catégorisés comme asociaux, comme de vraies victimes du nazisme. Un retard immense, mais fondamental pour commencer à réparer l'injustice. Ce qui nous amène à cette réflexion pour clore notre décryptage, que faut-il réellement pour que notre conscience mondiale n'oublie plus ceux qui ont été effacés ? Quand on regarde le parcours de Lionel Romani ou de ces milliers d'autres, on voit à quel point la haine peut justifier le pire. C'est à la mémoire collective de faire le travail de redonner des visages à ces statistiques pour s'assurer que ces histoires oubliées prennent définitivement la place qui leur est due. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.